Et voilà, on y est enfin, chapitre 2 est sorti. Les cartes du chapitre Rise of the Floodborn sont sur vos tables et moi je suis loin en Allemagne en train de rater toutes les avant-premières. Vous allez profiter du jeu avant moi, mais je reviens très fort et très serein lundi avec plein de contenu, dont des ouvertures, un peu de cartes, tout en analysant les cartes, n'oubliez pas, c'est le but de la chaîne. Donc j'espère que vous allez bien profiter de ce lancement et on se revoit très très vite. Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous profitez bien de la sortie de Rise of the Floodborn. Ici Ketal et on est là pour l'Orcana, une nouvelle vidéo, une nouvelle qui est analyse, la dernière du chapitre 1. Vous m'avez demandé emberlificotage et je réponds à vos attentes car c'est une carte qui est intéressante à dépioter un peu, d'autant plus avec l'arrivée du chapitre 2 et des cartes qui coûtent pas cher, qui sont très intéressantes. Ça va permettre de parler un peu de différentes choses à ce niveau-là. Emberlificotage, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui est jouée dans certains decks améthystes, en principal les decks qui vont plutôt être rubis améthyste, et c'est une carte à 1. Alors, les actions à 1 ont un problème de base. Là où les personnages à 1 sont dans tous les cas de potentiels personnages qui peuvent faire du lore et donc avancer votre condition de victoire, les actions à 1 c'est pas le cas. Les actions à 1, elles ont besoin d'une des deux choses suivantes. Soit elles sont ultra utiles dès le tour 1 et vous allez toujours les jouer à tour 1 et ça va être trop bien. Je pense par exemple à Develop Your Brain, qui va toujours être cool tour 1. Dans le chapitre 2, je pense à Rien à cacher, qui va toujours être utile tour 1 pour voir ce qu'il y a dans la main adverse. Donc il y a forcément des choses à faire. Maintenant, la deuxième possibilité qu'une carte à 1 soit utile, c'est que si vous la piochez en fin de partie, qu'elle ait un effet suffisamment impactant pour que ça vaille le coup. C'est-à-dire que si pour 1 vous mettez juste plus 1 d'attaque à un personnage ou plus 2 d'attaque, c'est pas assez impactant pour que ça vaille le fait d'avoir une carte. Si vous êtes en top deck et vous piochez ça, vous êtes dégoûté. C'est important dans un jeu comme l'Orcana, où des fois on est top deck très facilement, d'avoir des cartes qui permettent de renverser la vapeur quand on est un peu derrière. C'est pour ça qu'on préfère des cartes qui permettent de remonter la pente que des cartes qui vous permettent de gagner quand vous êtes déjà en avantage. De gagner plus quand vous êtes déjà en avantage. Il faut que chaque carte soit impactante le tour où elle est jouée. Et aussi pour le endgame. Exemple, allumer les mèches. Au tour 1, c'est intéressant parce que pour une carte, vous pouvez à peu près gérer l'intégralité des cartes de l'adversaire du tour 1. Donc c'est plutôt pas mal. C'est cool. Et c'est cool quand vous êtes deuxième joueur. Si vous êtes premier joueur, ça sert à rien. Il n'y a personne à attaquer. Autre exemple aussi, c'est que allumer les mèches en endgame, entre avoir allumé les mèches et une autre carte plus chère qui a plus d'impact, vu qu'on a l'encre pour les jouer, si on est top deck, on préfère avoir les cartes plus chères. Comme ça, on peut faire plus de choses avec. Allumer les mèches, c'est pour ça que ça disparaît des decks. Le fait que ce soit non ancrable et que c'est un impact limité, même s'il y a des trucs avec Captain Crochet non ancrable pour la récupérer, c'est pas suffisant. À la limite, un exemple de truc qui peut un peu changer quand même la donne, c'est si jamais la carte se rentabilise. Exemple, Develop Your Brain, donc développe ton cerveau. C'est une carte qui va se rentabiliser parce qu'au final, vous allez dépenser une carte et un peu d'encre pour avoir une carte en main. À ce compte-là, c'est ok, ce genre de carte-là, même en endgame, c'est utile parce que vous allez piocher, vous allez creuser dans votre deck pour trouver vos solutions. C'est pour ça que toutes les cartes du chapitre 2, qui sont des actions ou même des chansons qui coûtent pas cher et qui piochent derrière, même si elles font pas grand-chose en termes de jeu, le fait de piocher derrière les rend ultra utiles parce que vous allez creuser votre deck, avoir vos cartes importantes, et j'en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais pas trop me répéter pour ceux qui ont déjà vu. Mais l'idée est présente, ce sont des cartes qui amènent beaucoup de choses. En berlificotage, sur ce point de vue-là, c'est un peu compliqué, parce que tour 1, ça vous permet d'avoir du tempo et pas forcément du card advantage quand vous la jouez. Card advantage, ça veut dire qu'à un moment, vous avez un différentiel de cartes avec l'adversaire. Typiquement, si avec un personnage vous arrivez à bannir deux personnages adverses, vous avez fait du card advantage, parce que votre carte en a géré deux l'adversaire et vous en avez perdu une seule. L'Orcana étant un jeu où la pioche est limitée, alors chapitre 2 ça sera discutable parce qu'il y a beaucoup de pioches quand même, mais étant un jeu où la pioche est limitée de base, on va dire, et où chaque carte est importante, avoir des moyens qu'une carte en gère plusieurs, c'est super fort. C'est pour ça que soyez prêtes, et surtout c'est pour ça que Tuons la bête, sont deux cartes très très importantes dans le chapitre 1. Emberlificotage, lui, ne va pas générer de carte d'avantage. Au contraire, vous allez dépenser une carte, mais sans en enlever une à l'adversaire. Elle finira pas en défausse. Elle remonte en 1. Ça va lui demander du temps pour pouvoir la rejouer. C'est ce qu'on appelle du tempo, et pas du card advantage.
Le problème, c'est que remonter un personnage adverse au tour 1, bah, à moins que ce soit une Lilo ou un Simba, c'est pas si intéressant que ça en fait. Vous allez faire perdre un peu de temps à l'adversaire, mais vous allez perdre une carte pour ça. Une carte, c'est important, une carte, c'est une vraie ressource. Vous n'avez qu'une par tour de cartes. Il faut qu'elles aient un impact, il faut qu'elles soient importantes. Remonter un objet, c'est encore pire, parce que les objets coûtent en général pas cher, et en plus de ça, les objets, bah, ils peuvent être réutilisés le tour où ils sont posés. Donc vous n'avez même pas le truc de « j'ai fait perdre un peu de temps à l'adversaire ». Souvent l'adversaire va le reposer dans le tour même, voire même se resservir dans le tour même. Et donc Emberlificotage, au final, permet juste d'avoir un peu de tempo. Mais pas plus. Ça peut être utile pour les decks rouge-violet par exemple, parce que eux, au début de partie, s'ils n'ont pas de solution pour gérer le Simba et la Lilo, l'adversaire peut faire beaucoup de l'or, et vous n'avez pas beaucoup de cartes pas chères, et du coup ça peut vous coûter la partie. Donc, on peut comprendre qu'ils la jouent, mais pour les autres decks, bah du coup c'est pas joué. La valeur est limitée en endgame pour les mêmes raisons, parce qu'encore une fois, on peut gérer que les petites cartes, sauf que quand on arrive tour 7, tour 8, bah des petites cartes, il n'y en a pas. Et les objets, s'il y en a à gérer de cette manière-là, ils pourraient être joués instantanément le tour d'après et utilisés. Donc ça ne change rien. Donc votre carte, elle va vous servir qu'à ancrer et pas à grand chose d'autre malheureusement. Et justement, c'est son seul intérêt par rapport à d'autres cartes comme Allumer les Mèches, c'est qu'elle est ancrable. Donc au pire, en fin de partie, ça peut toujours permettre de poser de l'encre et donc de monter en encre pour faire plus de choses. Par contre, Emberlificotage a un avantage, c'est que vous pouvez remonter vos propres cartes. Et là, il y a des petits trucs rigolos à faire. C'est-à-dire que, vu que vos objets aussi n'ont pas besoin d'être secs pour être utilisés, il n'y a pas d'histoire de séchage pour vos objets, vous pouvez très bien utiliser votre bouclier de vertu pour redresser un personnage, comme Aladdin par exemple, le renvoyer à l'avant, le renvoyer attaquer ou faire des choses avec. Et d'ailleurs, je joue Emberlificotage pour remontrer votre bouclier de vertu, le rejouer, redresser du coup, et s'en servir tout de suite. En Emberlificotage, il y a des petits trucs sympas à faire, par exemple avec le chaudron aussi, car le chaudron n'a besoin d'aucune encre pour faire son effet, donc vous pouvez très bien faire un coup de chaudron, Emberlificotage sur votre propre chaudron, vous le rejouez, redressez, et vous pouvez vous en servir tout de suite après, si vous n'avez pas trouvé des choses qui vous intéressaient. Et ça sera la même chose pour les items qui nécessitent de s'incliner, et qui coûtent 2 ou moins. Vous pourrez vous en resservir grâce à Emberlificotage en fin de partie, ce qui donne un petit intérêt à la carte, intérêt qui peut être suffisant avec le fait de pouvoir donner un peu de tempo au tour 1 ou 2, pour que certains decks très contrôle et très, on va dire, late game, qui vont très loin dans la partie, puissent s'en sortir. Donc voilà, est-ce qu'Emberlificotage restera au chapitre 1? L'avenir nous le dira, ça va dépendre de beaucoup de choses. Beaucoup d'objets qui sont très importants coûtent plutôt 3 ou 4, donc je ne suis vraiment pas sûr. Il y a d'autres événements, d'autres actions, pardon, qui vont justement avoir des effets très forts et faire repiocher ou faire des choses et tout. Donc je suis vraiment pas sûr qu'Emberlificotage restera dans le jeu. En tout cas, au chapitre 1, c'était une carte très intéressante à voir et peut-être qu'un jour, avec des combos intéressants, on pourra la revoir jouer pour remonter ses propres personnages et faire des effets cool avec. On peut imaginer ça dans un avenir plutôt lointain, voire proche, on verra le chapitre 2. J'espère que cette analyse vous a plu, j'ai eu le temps de me poser et d'expliquer les choses, je pense que le son de ma voix était très agréable, vu que j'étais bien dans ma petite vidéo là. Maintenant, c'est du chapitre 2, on est parti dans Rise of the Floodborn, et donc je vais vous demander une carte du chapitre 2 que vous souhaitez voir analyser de cette manière-là, de voir toutes les possibilités, de voir tous les combos, de voir tout ce qu'il y a à faire avec. J'espère que vous avez hâte comme moi de voir ce que ce chapitre a à donner. Moi j'ai très hâte d'aller au tournoi d'Angers dont je parlerai dans de futures vidéos pour tout simplement voir les decks qui vont être amenés par les joueurs et pour voir ce qui va parfait. J'ai très hâte de découvrir avec vous la méta du chapitre 2, de voir les decks forts, de voir les decks nuls et de voir aussi les decks fun, bien évidemment. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, encore une fois profitez bien, et on se dit à la semaine prochaine pour plein de contenu, dont une ouverture de display bien évidemment, avec analyse. Je vous fais des gros bisous, ciao tout le monde.